Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer ce webinaire ce matin sur le thème de la digitalisation de votre club sportif et de votre fédération. Nous co-organisons aujourd'hui à SoConnect ce webinaire avec Sport Value. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Je voulais juste laisser un petit peu de temps à tous les participants de se connecter. Vous pouvez voir sur votre droite que vous avez un chat, donc n'hésitez pas à vous présenter et à nous dire peut-être quel club ou fédération vous représentez. Comme ça donne une meilleure indication à nos intervenants à qui on s'adresse aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, je viens de mettre un petit mot dans le chat. Et puis, à droite de ce chat, vous allez pouvoir voir un onglet questions. Donc, je vous invite à poser toutes les questions à nos intervenants dans cet onglet questions plutôt que dans le chat, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de les retrouver. Et puis, vous verrez, vous pourrez voter pour des questions qui vous semblent intéressantes ou plus pertinentes. Comme ça, ça nous donne aussi une petite indication quelles questions on devrait poser en premier. On va être ensemble pendant 45 minutes. On a une présentation qui nous attend de la part de nos intervenants d'une petite trentaine de minutes. Et puis, un bon quart d'heure pour vous, pour un échange, un temps d'échange, vos questions, vos réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure quand elles vous viennent. Et puis, on y répondra au moment des questions-réponses. Donc, bonjour, je vois que tout le monde nous fait un petit coucou sur le chat. Merci à vous. Présentez-vous, n'hésitez pas à nous dire voilà, quelle fédération ou club vous représentez et puis peut-être aussi votre rôle dans cette association, fédération. On va commencer d'ici une petite minute. En tout cas, je voulais juste vous rappeler que ce webinaire est enregistré et que vous allez tous recevoir le replay via email. Donc voilà, super, on est déjà pas mal. Merci, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Je vais laisser la parole à nos intervenants dans une toute petite minute. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter. Et puis, pour toutes vos questions, vous voyez l'onglet questions qui est à votre droite. Donc voilà, je vais laisser la place à Mathieu Poplimon de Sport Value, qui sont donc co-organisateurs de ce webinaire aujourd'hui. Et puis, bon webinaire à tous. Merci Mathilde pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue. Mathieu Poplimon, je travaille au sein du cabinet Sport Value et c'est moi qui vais donner la parole aux différents intervenants de ce webinaire. On va commencer de manière assez classique par un petit tour de table, une petite présentation des intervenants, en commençant peut-être par Bastien Elgouzier, qui est manager général délégué de l'association PSG Handball. Bastien, si tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ton rôle. Bonjour, merci Mathieu, merci Mathilde. Oui, donc manager général délégué, c'est pour vulgariser la fonction, c'est directeur de l'association. Ce qui est important à comprendre pour pas qu'il y ait de confusion, je m'occupe bien dans le club de l'association, la société qui gère la section professionnelle et elle managée par le non moins connu Thierry Omeyer. Voilà. Merci Bastien. Julien Muller, qui est le tout nouveau président de la Fédération française de squash. Bonjour Julien. Bonjour, donc Julien Muller. Je suis effectivement président de la fédération depuis le mois de décembre. J'étais avant vice-président de la fédération et je dirige un complexe depuis une vingtaine d'années. Donc je suis passé par les différentes cases de la gestion du club jusqu'à la fédération. Merci Julien. Pierre Gratteau, qui est le cofondateur d'AssoConnect. Salut Pierre. Salut Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, créé en 2014 et issu du monde associatif puisque j'ai longtemps été bénévole à la protection civile de Paris. Et on termine avec mon collègue chez Sport Value, Ludovic Mariette. Bonjour Ludovic, quelques mots sur ton activité et quelques mots aussi sur Sport Value, sur ce qu'on fait. Bonjour Mathieu, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Donc moi je suis consultant chez Sport Value depuis plus de 8 ans. On accompagne et on conseille des fédérations, des organes déconcentrés de fédérations et des clubs amateurs, notamment dans mon activité, sur toutes les questions liées au développement, à la structuration. Et donc forcément, ces dernières années, le digital prend une place importante. Et puis en tant que cabinet, on existe depuis 15 ans et ça fait 5 ou 6 ans qu'on a souhaité
s'inscrire vraiment et à 100% dans cette transformation digitale. Donc, on a recruté un développeur et on développe des logiciels, notamment pour les fédérations. On en parlera tout à l'heure, pour faciliter les relations avec leurs membres et la remontée d'informations et de données. Merci Ludovic. On voulait faire avec les intervenants un premier point sur la crise et ses impacts, puisque vous le savez, c'est la réalité du moment. Et on voulait commencer avec un focus sur les clubs et sur la crise au PSG Handball avec Bastien qui va nous en parler. Je te laisse la parole, Bastien. Merci Mathieu. Bon, comment le PSG Handball, l'association, vit-elle la crise actuellement? Pour le comprendre, il faut avoir une petite vision globale, à savoir donc un club de structures. Ça, je voulais présenter. Ces deux structures qui sont liées par une convention pendant 10 ans. Et nous-mêmes avons un fonctionnement classique, une gouvernance indépendante, même si nous avons des choix partagés avec la structure de haut niveau. Donc, une assemblée générale, un conseil d'administration, une direction opérationnelle. Pour comprendre les impacts, je vous donne quelques chiffres clés nous concernant. 700 licences en temps normal, 650 adhésions, un peu plus d'un demi-million de budget, 2 tiers de moins de 18 ans, 3 quarts de moins de 23 ans, 17 salariés, qui représentent 8 équivalents temps plein, 10 sites de pratique répartis sur tout Paris, et puis une croissance importante, là encore avec quelques chiffres marquants qui vont mettre en exergue ce que je vais vous présenter après. En termes de licenciés, plus 8,5% sur 3 ans, plus 20% sur les 5 dernières années. En termes de salariés, en équivalent temps plein, plus 50% sur les 3 dernières années, plus 157% sur les 5 dernières années. Et puis en termes de chiffre d'affaires, 28,5% sur les 3 dernières années et 67% sur les 5 dernières années. Du coup, la crise arrive en 3 phases. La première phase qu'on a tous connue, mars à juin, interruption nette de la saison, une certaine bienveillance de nos adhérents, peu de demandes de remboursement. Et puis, en contrepartie, sur une saison qui s'arrête en mars, nous avions rentré la quasi-totalité de nos revenus. Donc, un impact économique assez peu important. Une deuxième phase, la phase de l'espoir, qu'on a tous eu également, juin à octobre, ce qui nous a permis d'avoir une campagne d'adhésion excellente, la meilleure qu'on ait jamais eue d'ailleurs, peut-être un souhait de demande de sport suite à l'interruption. Et puis cette troisième phase de novembre, fin octobre, novembre à aujourd'hui, qui a constitué une phase d'incertitude et de système D. Pourquoi système D? Parce que le handball aujourd'hui est un sport extrêmement impacté, sport de salle, proximité, promiscuité. Et nous avons dû nous entraîner à l'extérieur, nous entraîner à l'intérieur, réentraîner à l'extérieur, s'entraîner avant 20h, avant 18h. Voilà, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements, beaucoup d'agilité dans notre fonctionnement. Et finalement, ça a eu des impacts. Le premier de ces impacts, c'est évidemment en termes d'adhésion et de licence. En termes d'adhésion, moins 10%. En termes de licence, moins 15%. Ce qui nous fait revenir 4 années en arrière. En termes de lien social, le lien social pour nous est quelque chose d'important pour un club qui est explosé sur tout le sud de Paris. On a eu de cesse de vouloir réussir à créer du lien entre les gens. Et la crise aujourd'hui, avec l'arrêt des entraînements, l'arrêt des événements, a entraîné un impact fort. Là encore, deux chiffres d'ailleurs, sur les 15 derniers jours de janvier, qui ont été les 15 derniers jours où on a été réimpacté dans le sens où on a dû se réentraîner en extérieur. La première semaine, nous avons touché 25% de nos adhérents et la deuxième semaine, 39%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 60% de nos adhérents dont nous n'avons pas de nouvelles physiques. Nous avons quelques liens via les réseaux sociaux, mais nous ne les voyons pas. Et puis, le dernier point, vous y imaginez bien, un impact économique important. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui, en prévisionnel au 30 juin, sera impacté à hauteur de 30%, ce qui, là encore, nous ramène 3 années en arrière. Merci Bastien pour ces éléments qui sont très factuels, très concrets. Je laisse la parole maintenant à Pierre qui a une vision plus globale sur tous les clubs et toutes les associations. Pierre, quels sont les retours, les choses que tu constates au quotidien?
Ouais, alors pour préciser, du coup, effectivement, on travaille avec 15 000 assos, donc une majorité d'assos sportifs, mais aussi on travaille avec tout le secteur associatif. Et ce que vient de dire Bastien est assez symptomatique de ce qui s'est passé avec la première ressource des clubs sportifs, les adhésions, qui ont chuté de 26%. Et encore, les chiffres n'ont pas été mis à jour depuis 2-3 mois, donc je serais curieux de voir. Je pense que ça s'est accentué. Et en fait, avec une disparité aussi en fonction des sports, hein, les sports d'extérieur et la population, le type de population. Nous, on a des fédés qui vont plus proposer du sport à des personnes seniors. Et là, la chute du nombre de licenciés est encore plus conséquente. Bien sûr, comme l'a dit Bastien aussi, enfin, tout ce qui est événements, qui est quand même une source significative de ressources pour les clubs, tous les événements qui ont été annulés, c'est une perte de revenus sèche pour les clubs. Et puis, alors là, c'est certains clubs qui nous l'ont remonté, c'est les subventions qui étaient basées sur des critères de nombre d'adhérents et qui, du coup, également ont baissé puisque le nombre d'adhérents baisse. Donc, c'est la double peine. Donc ça, c'est les chiffres. Et en fait, dans le monde associatif global, hein, la culture et le loisir ne sont pas mieux lotis. Au contraire, je dirais. Par exemple, il y a eu 2 fois moins de création d'assos cette année, donc c'est aussi assez fort. Et au-delà de ces chiffres, en fait, je pense que des éléments qualitatifs que nous remontent les clubs, c'est aussi une sorte de burn-out du dirigeant, du responsable associatif, qui en fait, lui, il est venu pour développer son club, et en fait, cette année, il doit gérer, comme tu l'as dit, Bastien, les adhérents qui commencent à être mécontents, qui vont être remboursés, etc. Puis le stress financier, en fait, il y a des assos qui vont mettre la clé sous la porte. Et ça, ce burn-out associatif est encore mal estimé, mais nous, en tout cas, on le ressent qualitativement avec nos échanges avec les dirigeants associatifs. Merci Pierre pour ces éléments, et on passe maintenant à une vision sur les fédérations, à commencer par la Fédération française de squash, puisqu'on a la chance d'avoir Julien Muller qui a été élu tout récemment président de cette fédération. Julien, si tu peux nous donner des informations sur la crise et ses impacts pour la fédération. Oui, donc le constat rejoint un peu celui de Bastien, même si c'est un échelon supérieur. Donc évidemment à peu près les mêmes problématiques avec le start and go et à la fois le premier confinement, la première phase d'arrêt à gérer, puisque j'étais déjà en fonction sur une vice-présidence. Les mêmes difficultés à accompagner les acteurs, à encaisser un peu les coûts à la fois sur le plan économique et moral. Donc la nécessité pour la fédération d'accompagner ces structures, parce que pour nous, l'enjeu prioritaire, c'était déjà de ne pas perdre de lieux de pratique. Alors il y en a un ou deux qui ont fermé, certains étaient déjà impactés par d'autres facteurs, mais ça n'a fait qu'amplifier. Donc une des premières mesures qu'on a essayé de mettre en place, c'était un fonds d'urgence pour accompagner sur le plan économique les structures les plus en difficulté. On est toujours en train d'essayer de mesurer l'impact parce que c'est pas complètement intégré. Il y a évidemment environ moins 50% de licenciés sur l'ensemble de la fédération, donc avec des variations qui peuvent bouger d'un territoire à l'autre, mais on est à peu près sur ces chiffres-là. Donc forcément des impacts économiques. À ce heure-ci, les clubs semblent un petit peu protégés, mais les échelons ligue et fédération restent impactés avec un peu la même chose que dans les clubs, la question des gestes que peut faire la fédération par rapport aux gens qui ont pris des licences et qui vont dépendre évidemment d'une éventuelle reprise à court terme, mais également des accompagnements que peut faire le ministère sur la compensation de la licence, etc., des choses où on n'a pas forcément encore énormément de vues. Donc pour nous, dans cette période-là, ce qui est forcément important, c'est d'accompagner les acteurs dans la communication pour essayer de garder un lien avec le pratiquant. C'est de plus en plus dur parce que la période s'allonge, mais en tout cas avec les acteurs intermédiaires, les gérants de clubs, les présidents de ligue, les acteurs des ligues, pour relayer notamment les informations juridiques et économiques, mais également pour commencer à travailler sur un plan de relance, pour essayer de relancer l'activité le mieux possible quand ce sera possible. La nécessité d'essayer d'occuper intelligemment ce temps contraint avec de la formation, notamment pour les éducateurs. Donc, il y a eu des partenariats passés avec des prestataires sur de la préparation mentale et sur d'autres formations. Et puis, voilà, un travail vraiment de presque tous les jours, on va dire, pour mettre en place, du coup, le nouveau projet fédéral et puis ce plan de relance qui sera nécessaire
à la reprise dès qu'elle sera possible, en espérant que ce sera le plus tôt possible. Voilà un peu dans quel contexte on se trouve. Merci Julien. Et on termine cette partie crise avec Ludovic qui lui aussi a une vision très globale sur le secteur du sport, sur les clubs et les fédérations. Ludovic, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de la crise? En fait, nous, les constats qu'on a faits et les retours qu'on a eus, c'est que finalement, les fédérations connaissaient peu ou pas assez leurs membres et leurs affiliés, donc les clubs ou les ligues. Alors évidemment, ce constat, il est un peu disparate et un peu différent selon les fédérations, mais globalement, je trouve que ça soit sur la situation financière ou sur d'autres aspects, même plus qualitatifs, il y avait une connaissance qui était pas assez développée. Donc, l'un des premiers enjeux, je pense, de ce que révèle cette crise, c'est mieux connaître ces clubs et ces dirigeants. Alors, pourquoi mieux les connaître? Parce que quand on les connaît bien et quand on a une vision fine des problématiques, on peut les accompagner de manière beaucoup plus adaptée. Et donc, la question, c'est comment mieux les connaître? On se rend compte aujourd'hui que la remontée d'informations et la remontée de différentes données, qu'elles soient encore une fois quali ou quantitatives, elle n'est pas forcément structurée. Et je pense qu'il y a une question importante pour demain, on en parlera, mais c'est de faire remonter vraiment des données qualifiées, différents types de data, pour que la fédération ait tous les outils d'aide à la décision pour accompagner les clubs de manière spécifique, adaptée, pertinente, efficace, en fonction de chacune des situations. Merci Ludovic. On rentre maintenant dans le cœur du sujet qui était évidemment le digital avec la présentation de deux solutions, à la fois ce que propose AssoConnect, Pierre va nous le dire dans quelques secondes, et ensuite ce qu'on propose pour les fédérations avec Sport Value. Pierre, je te laisse la parole pour présenter AssoConnect. Merci Mathieu. Donc effectivement, AssoConnect, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion intégré pour les associations qui va comprendre plusieurs modules, donc de collecte de fonds, de base de données, de comptabilité, site internet, emailing, etc. Le cœur d'AssoConnect, en fait, et notre singularité, c'est qu'on va automatiser plein de choses, on va faire gagner du temps aux responsables associatifs. Donc je vous prends un exemple, je pense qu'il parlera à tous les respos associatifs, c'est campagne d'adhésion. Donc l'adhérent vient, peut prendre son adhésion en ligne. Et sur AssoConnect, ça va automatiquement, par exemple, lui envoyer une facture et générer l'écriture comptable directement donc en compta. Donc, les trésoriers nous aiment beaucoup. On fait gagner à peu près 60% de temps aux responsables associatifs au global. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'équiper 15 000 assos. Et on répond, pour faire le lien aussi un peu avec la crise, ce qu'on a vu, nous, on pense aussi que la crise, ça peut être une opportunité d'accélérer la transition digitale. Et c'est ce qu'on remarque aussi chez les clubs, il y en a plein qui se sont dit « Ah oui, il faut vraiment maintenant qu'on accélère cette transition ». Alors, ils n'ont pas toujours la bande passante pour le faire en ce moment, mais en tout cas, l'état d'esprit a changé. Et donc, AssoConnect permet de mieux hybrider ces ressources, puisqu'on va pouvoir aller chercher des événements, des adhésions, des dons en ligne. Donc, moins de friction avec le pratiquant. Ça facilite, j'en parlais, le burn-out des dirigeants, ça facilite la relève du dirigeant. Donc, comment on fait pour impliquer des jeunes dans le bénévolat associatif, mais j'irai plus loin dans le bénévolat du bureau associatif. Ensuite, ça facilite tout ce qui est reporting financier. Et je pense qu'on en a déjà besoin, bien sûr. Maintenant, toutes les mairies, par exemple, pour avoir une subvention, il faut un bilan au moins financier. Mais toutes les aides, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, il y aura aussi, à mon avis, cette exigence de reporting. Et puis enfin, un dernier point, c'est sérénité sur le bureau. Je vous prends un exemple très concret. AssoConnect permet de respecter le RGPD, cette fameuse loi dont on a parlé. On a fait plein de webinaires l'année dernière sur le RGPD. Mais c'est sûr qu'un fichier Excel ou un classeur papier, on ne respecte pas le RGPD. Là, on permet de respecter le RGPD et il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà. Bon, je m'étends pas sur le RGPD parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est juste qu'on constate en ce moment aussi qu'il y a un poids de responsabilité juridique qui pèse de plus en plus aussi sur le dirigeant. Et du coup, on attend des dirigeants associatifs que tout soit propre, et ce qui est normal, mais bon, les outils peuvent le permettre également. Donc, on équipe 15 000 assos de toute taille dans tous les sports. Donc, la plus grosse asso, il me semble, sportive en France, qui est l'ACBB, mais aussi des petits assos de 50-100 personnes.
Et du coup, les fédérations, on travaille aujourd'hui avec une douzaine de fédérations qui ont bien compris qu'elles étaient attendues aussi dans les services à apporter à leur club, les services digitaux, à la fois en termes de conseils de sélection d'outils, mais aussi effectivement d'accompagnement financier. Donc, on a plusieurs fédérations qui vont financer AssoConnect pour leur club dans le cadre de l'accompagnement fédéral. Voilà, j'ai fini. Merci Mathieu. Merci Pierre. Et on vous partagera évidemment ces quelques slides qui s'affichent sur votre écran. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions juste à côté du chat. On s'intéresse maintenant au digital au sein de l'association PSG Handball, puisque AssoConnect collabore avec le PSG Handball. Bastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre utilisation du digital et nous faire aussi peut-être un historique d'où vous partiez au départ? Au départ, comme beaucoup d'associations, on part de rien. On part de rien. Je fais le lien avec ce que Pierre vient de dire. Aujourd'hui, la digitalisation du PSG Handball, elle s'est passée en plusieurs étapes, mais l'étape primordiale, ça a été l'impulsion fédérale. C'est pas pour aller totalement dans le sens du webinaire, c'est évident, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que il y a une petite dizaine d'années, voire même une grosse dizaine d'années, la Fédération française de handball a décidé de créer son propre outil extranet, forçant les clubs à totalement digitaliser la prise de licence. Moi, c'est ce que j'appelle le début de la fin des tableurs Excel. Donc, exit petit à petit la gestion sur nos ordinateurs perso avec nos tableurs. Et puis, une deuxième étape, là, qui est pour le coup liée à notre croissance, où on a mené deux réflexions très opérationnelles. C'est comment on pouvait distinguer nos adhérents de nos licenciés, et puis comment aussi on pouvait réinternaliser notre comptabilité sans perdre de temps. On a fait un petit benchmark, on a discuté, j'ai échangé avec quelques amis qui utilisaient le logiciel, et donc on s'est tourné vers AssoConnect depuis maintenant, à partir de la saison 2017-2018, avec en année 1 l'utilisation de l'outil comptable, alors qui présentait deux avantages pour nous. Le premier, nous avons un expert comptable, donc l'outil était compatible avec le logiciel de l'expert comptable au niveau de tous les exports. Et puis le deuxième avantage, c'est la numérisation, la digitalisation de toutes les pièces comptables. Ça, c'est vraiment un avantage qui n'est pas donné par tous les autres, ou par un certain nombre de logiciels comptables. Ensuite, sur les années 2 et 3, on a mis en place la partie adhésion. Alors, la première année, ça a été plutôt pour découvrir. On a digitalisé donc toute cette partie adhésion au club. Et puis, la deuxième année, ça a été l'optimisation. Là encore, moi, je vous donne quelques chiffres qui sont très factuels pour vous indiquer le gain de temps et le gain en trésorerie. Comme toute association, en 2019-2020, on a traité des chèques, plus de 800 chèques sur 2019-2020, 15 à 20 dépôts en banque, plus des gestions d'impayés, des gestions de chèques mal remplis, ordres, signatures, enfin voilà, toutes les problématiques qu'un dirigeant associatif peut connaître. Et donc, on a gagné beaucoup de temps. Et puis un chiffre qui s'affiche à l'écran, qui est assez parlant, plus 280%, c'est l'augmentation de notre trésorerie sur les mois d'été, juillet-août, entre 2019 et 2020. C'est considérable pour des périodes qui, habituellement, sont des périodes creuses en termes de trésorerie pour les associations sportives. Alors certes, nous avons démarré notre campagne d'adhésion en juin, donc ça nécessite d'anticiper un petit peu. Mais là où les dirigeants associatifs commencent à déposer leurs chèques en septembre, octobre, on a pu anticiper, sécuriser une certaine trésorerie et pouvoir gagner du temps. Ensuite, comme dans toute croissance, il y a quelques pièges à éviter qui ont été liés au retour des adhérents qui sont plutôt bons, voire très bons. Les quelques adhérents qui ne se digitalisent pas sont ceux qui ont des profils vraiment particuliers, notamment parce qu'on travaille beaucoup dans les quartiers politiques de la ville. Alors, les deux pièges, c'est d'une part cette volonté que nous avons de collecter des données qui parfois peut rendre le système d'adhésion lourd et fastidieux.
à vouloir trop collecter de données, en fait, on perd l'adhérent et on ne simplifie pas finalement le processus d'adhésion. Et puis, le deuxième risque, et là, c'est tout l'enjeu de pouvoir travailler pour AssoConnect avec les fédérations, c'est d'éviter la confusion entre l'outil fédéral de prise de licence et l'outil club de prise d'adhésion. Il y a nécessairement un travail de pédagogie à faire de notre part, parce que souvent, les gens assimilent adhésion à licence et donc pensent qu'il n'y a qu'une seule démarche à faire. Le licencié, l'adhérent, a besoin de simplification et c'est tout l'enjeu de la digitalisation aujourd'hui et de la pédagogie qu'on doit mettre en œuvre. Merci Bastien. Pierre, peut-être une phrase pour conclure, si tu veux réagir sur votre collaboration avec le PSG Handball. Merci beaucoup Bastien de témoignage, et je rebondis juste sur le dernier point. Effectivement, nous, un enjeu avec les fédés, c'est de coupler aussi le système de gestion de licence, de faire communiquer le système de gestion de licence avec AssoConnect pour notamment éviter les doubles saisies d'informations à la fois dans l'outil fédéral et dans AssoConnect. Donc, je te rejoins complètement, Bastien. On s'intéresse maintenant à la deuxième solution, encore une fois très concrète. La première était surtout pour les clubs, celle-ci est pour les fédérations. Ludo, je te laisse présenter l'outil. Oui, du coup, c'est ce que je disais en introduction. Chez Sport Value, on a développé il y a 5 ans un outil qui permet de faciliter la relation et le partage d'informations et de données entre l'organe fédéral ou un organe déconcentré et ses clubs. Donc, il y a différentes options et modules dans cet outil-là. On peut saisir des données financières, on peut saisir des données extra-financières. Et puis, il y a toute une partie pour charger des documents. Donc, en fait, c'est un outil en SaaS. C'est-à-dire que sur votre ordinateur, vous allez sur Internet et vous l'ouvrez et puis vous pouvez tout charger dedans avec votre connexion. Et ensuite, tout ce que les clubs renseignent dedans, ils cliquent sur valider et puis ça se charge automatiquement et ça se consolide au sein des administrateurs de la fédération. Donc les applications, en fait, elles sont assez diverses. La première grande application, c'est pour tous les process de labellisation des clubs. Donc, effectivement, pour être labellisé, il faut renseigner des données, partager des données et puis ensuite, il y a un contrôle ou un audit ou une revue de l'organe fédéral. Donc là, tout peut se faire à partir de cet outil-là et de ce système-là. Donc, ça simplifie les choses. Aujourd'hui, dans la plupart des fédés encore, ils envoient les fichiers PDF par mail. Des fois, c'est trop lourd, ça passe pas, ça arrive pas. Le mail, il est perdu, il arrive dans les indésirables, etc. Là, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien, tout est sécurisé, tout est archivé, tout est consolidé automatiquement. La deuxième application, c'est pour des fédérations qui souhaitent ou qui vont lancer un fonds de dotation ou un fonds de soutien pour leur club parce qu'ils veulent les aider dans cette crise dont parlait Bastien, par exemple. Donc, pareil, il y a pour la fédération un besoin de récolter des données, d'analyser la situation financière, de récupérer les statuts, etc., etc. Donc, pareil, simplification pour tout le monde et pour le dirigeant de club qui fait la demande et pour la fédération. Alors, j'ai inversé, je parlais de labellisation en 1, mais donc j'en ai déjà parlé. Les fédés affectent des subventions des fois, donc c'est similaire. Pour affecter des subventions, on est obligé de récolter des données. Et ensuite, la dernière grande application possible, même si c'est pas exhaustif, c'est les fédérations ou les ligues professionnelles qui ont un contrôle économique de leur club ou qui affectent une licence club. Donc, je pense au DNCG notamment, pour tous les process de DNCG. Pareil, il n'y a plus de fichiers Excel pré-remplis et tout. Le club va sur son espace, sur l'outil, et puis renseigne toutes les données dans les cadres prévus à cet effet, et puis clique sur valider et envoie tout. Tout est envoyé à la DNCG ou à la commission de contrôle de gestion. Donc, pareil, tout à l'heure, Pierre disait gain de temps pour les dirigeants. Là, c'est un vrai gain de temps pour les dirigeants des clubs en bout de chaîne, parce que le process, il est extrêmement simplifié. Et c'est un gain de temps aussi pour les commissions fédérales, soit pour les salariés de fédération, soit pour les dirigeants de fédération, sur l'analyse de ces dossiers-là, parce qu'évidemment, c'est un outil intelligent et donc vous pouvez mettre des seuils sur les chiffres
et quand c'est pas atteint, ça vous alerte. Vous pouvez mettre des alertes sur les deadlines d'envoi des documents, et quand c'est pas respecté, ça vous alerte, etc., etc. Donc, la philosophie, c'est exactement la même. Sécuriser, faire gagner du temps, professionnaliser, archiver, consolider pour finalement simplifier la vie de tous les acteurs. Merci Ludo. Dernière slide où on va redonner la parole à Julien Muller qui a été élu tout récemment, c'était au mois de décembre à la présidence de la Fédération française de squash. Et je me rappelle que vous pouvez poser vos questions puisqu'on y répondra là, dans 2-3 minutes. Julien, quelle est la place du digital au sein de la fédération? Est-ce que ça a été une partie importante de votre candidature et de votre projet? Votre micro est coupé. Voilà. La place, elle est forcément importante. Après, on est une fédération qui était déjà relativement digitalisée, notamment sur tout ce qui concernait les clubs qui travaillent depuis plusieurs années sur la réservation des terrains, notamment avec des logiciels en ligne qui intègrent en général la gestion de leur base de membres et puis des outils de caisse. Donc, il y a déjà toute une partie qui était intégrée. Après, il y a énormément de prestataires dans le numérique, il y a énormément d'outils qui sont parfois en doublon, qui sont parfois complémentaires. Ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent servir à cette heure-ci la fédération et ses clubs dans le fait d'apporter du service, que ce soit aux dirigeants. Donc, alors pour Asso Connect, c'est particulièrement vrai sur les instances type associative ou les ligues notamment, parce que les outils sont assez complets. C'est pas encore tout à fait le cas avec la partie club où il n'y a pas encore la partie gestion de justement de réservation, etc. Et on va parler avec quelques membres de l'équipe, mais voilà, il y a peut-être du maillage à faire. Évidemment, ce qu'a proposé Ludovic s'inscrit dans des besoins fédéraux, parce qu'on se retrouve à cette heure-ci à gérer les campagnes de l'Agence nationale du sport, donc à arbitrer sur des données économiques, à allouer des crédits, à évaluer les actions. On se retrouve à labelliser, donc on a une labellisation sur des écoles de jeunes particulièrement, mais la relation avec les clubs est importante. On sait qu'elle est assez variable dans le squash, avec des clubs qui sont fortement engagés dans la logique fédérale et d'autres moins. Donc, il y a des niveaux, on va dire, de partenariat à monter. On a évidemment un fonds d'urgence sur lequel on alloue des moyens financiers, mais il y a la volonté d'aller sur un fonds d'investissement pour aider les structures à sortir de terre. Et donc, évidemment, à partir du moment où on alloue des sommes, il faut qu'on soit capable d'évaluer à la fois la capacité de remboursement, le retour sur investissement, etc. Donc, on a dans ces usages-là des besoins importants. Il y a des services licenciés qui sont extrêmement importants, notamment pour capter et pour fidéliser, pour évaluer au travers de la progression. Donc, il y a une digitalisation qui est plutôt orientée sur le pratiquant. On a une partie à sortie du digital qui est plutôt autour de tout ce qui est en streaming, notamment pour faire vivre les événements. Et à cette heure-ci, c'est la seule chose qui court encore pour les sportifs de haut niveau. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est important et qui permet aussi l'hybridation au niveau économique de la fédération, puisqu'on a du coup des partenariats qui peuvent se mettre en place avec ce type de support. Et puis, on a une hybridation qui est plutôt à la fois sur un aspect structurant et sur un aspect économique autour des plateformes de formation. Et donc, qui peuvent être sur des dirigeants, qui peuvent être pour des entraîneurs, etc., type MyCoach, etc. Donc, il y a énormément d'outils à ce site qui existent. On doit parfois élaguer un petit peu ça pour avoir une stratégie vraiment assez fine et éviter les doublons. Et puis travailler avec les différents partenaires justement pour que ceux-ci puissent se compléter et offrir la meilleure offre numérique, que ce soit aux dirigeants ou que ce soit après aux acteurs dans les clubs. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on regarde de très, très près parce qu'à cette heure-ci, le digital est partout et il y a beaucoup de choses à faire. Après, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a aussi pas mal de moyens financiers à injecter. Donc, on essaye de faire des choix les plus éclairés possibles, mais évidemment, c'est quelque chose qui est très transversal et qui intervient dans presque tous les compartiments du projet fédéral.
Merci Julien. Et petite question juste pour terminer cette partie. Est-ce qu'il y a un groupe de travail justement avec au CNOSF par exemple, avec d'autres fédérations autour de cette problématique, de ce sujet du digital? Est-ce que vous-même vous échangez avec d'autres présidents par exemple? Oui, effectivement, il y a une volonté des acteurs sportifs de partager des problématiques. Alors évidemment, des fois, d'une fédération à l'autre, elles peuvent être extrêmement différentes parce que il n'y a ni la même culture du digital, ni les mêmes besoins. Donc parfois, il y a des choses qui peuvent être assez diverses en termes d'attente et donc d'outils. Par contre, il y a des choses qui peuvent être assez communes. Donc on a vu sur la dernière rentrée, il y avait une initiative du CNOSF avec Bisport qui essayait de centraliser un certain nombre de données. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait des choses à mutualiser, c'est certain, parce qu'on a des fois tendance à avoir chacun un outil, chacun dans son coin à mener ce travail. Il n'y a aucun doute qu'il y a des fédérations aussi qui se ressemblent dans l'offre de services. Il y a des choses qui sont complètement transversales. Je parlais des plateformes de formation, par exemple, c'est quelque chose qui est commun à toutes les fédérations. Donc oui, il y a progressivement un groupe de travail qui se met en place et des réflexions autour du digital au niveau des acteurs du sport qui avancent avec les vues de chacun, mais qui avancent. Merci Julien. Et le mot de la fin avant de prendre quelques-unes de vos questions, c'était on voulait vous partager quelques-unes de nos convictions pour demain. Ludovic, si tu veux commencer. Oui, je pense que tous les 5 autour de la table, on est assez convaincus. Moi, je suis assez surpris quand je suis avec des bureaux directeurs d'associations ou des conseils d'administration. J'ai souvent des dirigeants qui sont avec leur téléphone portable et qui utilisent des applis pour toutes les autres parties de leur vie. Et par contre, dès qu'on discute de la digitalisation de leur structure, ils sont un peu réticents. Donc, moi, je les rassure. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de démontrer là ce matin. Hein. C'est-à-dire que le digital, c'est pas du tout un frein à la cohésion et au lien social et au vivre ensemble et à la philosophie associative. Je pense qu'au contraire, c'est un outil au développement et ça va aider à la pérennisation des associations sportives, donc et associations non sportives également que je connais moins. Mais il faut vraiment être convaincu de ça. Et puis dans le sport, si les fédés et les acteurs d'une manière générale ne s'y mettent pas, ils vont perdre toute une catégorie de la population, notamment la génération X, les jeunes qui naissent ces dernières années, ils auront grandi avec le digital, donc c'est une population qui va fuir les clubs s'il n'y a pas cet outil-là dans les clubs. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est nécessaire, mais comment et quand on le met en place. Et du coup, c'est une phrase qui est assez connue par rapport à cette question-là et au changement d'une manière générale. Il faut penser l'après et anticiper plutôt que de colmater les brèches dans quelques années. Voilà. Pour moi, je ne sais pas si Pierre, Bastien et Julien voulaient rajouter quelque chose. Pierre, peut-être, si tu veux conclure aussi cette partie. Non, tout à fait en phase avec Ludovic. Après, juste moi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le digital, c'est pas non plus la recette miracle qui va régler tous les problèmes du sport. Donc, ça reste un outil. Et en fait, derrière, ce qui est au moins aussi important à mon sens, c'est la conduite du changement, que ce soit au niveau d'une fédé, d'une ligue ou d'un club. C'est comment on fait adhérer ses membres au projet de changement digital. Donc là, ça demande des compétences, de la méthode, de la pédagogie. Voilà, faut juste pas perdre ça en tête. On va maintenant répondre à quelques-unes de vos questions. Il y en a pas énormément, mais je pense qu'on a été assez clair sur la présentation. La première que je prends est posée par Georges Guille, qui nous demande comment éviter un processus d'adhésion trop lourd. Quelles sont vos recommandations? Je ne sais pas qui veut répondre à cette première question. Je vais peut-être prendre la parole parce que j'imagine que monsieur fait partie d'un club. La première recommandation, parce que c'est les erreurs que nous avons faites, c'est la simplification. Vraiment. Si on cherche à collecter trop de données, on va perdre l'adhérent et on va se retrouver avec nous-mêmes des choses qui vont pas être utiles et qu'on va pas réussir à analyser. Donc, des choses simples et surtout qui ne font pas doublon avec éventuellement l'outil fédéral.
Et Bastien, moi, si je peux compléter, hyper en phase sur la simplification, je pense, parce que ce qu'on constate aussi, c'est la simplification des tarifs. Nous, on voit des fois des clubs qui ont une créativité sans limite, et donc tu as une vingtaine de tarifs avec ensuite derrière une politique de réduction hyper complexe. Ça facilite pas l'adhésion. Et, euh, et si je peux compléter aussi, je pense que l'adhésion en ligne, alors c'est peut-être maintenant une évidence pour tout le monde, mais il y a encore plein de clubs qui s'y sont pas mis. Ça enlève quand même cette friction de l'achat, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus forcément de chéquier. Donc, si tu leur dis, bah voilà, tu ramènes ton chèque au club, ok, mais je vais d'abord aller contacter ma banque pour récupérer un chéquier parce que j'en ai pas, quoi. Donc, adhésion et paiement en ligne, c'est quand même quelque chose à mettre en place assez vite. Enfin, peut-être plus Pierre, moi j'ai une question qui revient très souvent quand je parle d'adhésion en ligne et de paiement en ligne de la part de dirigeants de club. C'est oui, mais nous, c'est pas possible parce qu'il y en a qui nous font 4 chèques et on encaisse les 4 chèques tous les trimestres et ils peuvent pas payer d'un coup. Donc, est-ce que à se connecte, j'imagine que oui, mais permet de. Heureusement, on le permet, mais tu m'aurais posé la question il y a un an, on ne le permettait pas, mais aujourd'hui, on permet le paiement en plusieurs échéances. Donc, merci Ludo, c'était pas préparé, j'insiste. Et juste aussi, je veux dire que même toutes les mesures qui sont prises en ce moment, le gouvernement pousse énormément pour toute cette digitalisation, et notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer tous l'article de loi, j'imagine que oui, mais la prise de licence en ligne devient obligatoire à partir de 2022. Et en fait, ce sera prise de licence et paiement en ligne. Donc, les échéances sont courtes, mais ça va accélérer tout ça. Une question de David. Comment le digital peut aider les clubs à maintenir le lien social dans cette période? Il y a eu beaucoup d'exemples au cours des derniers mois, que ce soit dans les clubs ou dans les fédérations. Est-ce que vous pouvez en donner quelques-uns très simples, Bastien ou Julien? Alors, au niveau des clubs, nous, ce qu'on a fait pendant les confinements, qui est assez classique, hein, on a organisé beaucoup de visio, mais là encore, ce qui est problématique, c'est que ça crée des déséquilibres entre ceux qui ont accès à Internet, ceux qui n'ont pas accès à Internet. Voilà, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce lien, comme on ne peut pas se voir dans la vie, c'est ce lien visuel via la digitalisation. Au-delà de ça, on a quand même besoin à un moment ou un autre de se retrouver sur le terrain et le lien social va être facilité par les adhésions facilitantes. Voilà, plus on a, enfin, je vais plutôt dire, moins on a de galères à adhérer à une association, plus le lien social sera facile. Si le processus d'adhésion il est long, fastidieux, qu'on doit mettre 3 semaines avant de savoir si on a adhéré ou non, à un moment, ça peut aussi ralentir certaines personnes et on se dit déjà que l'association et sa gestion va être compliquée. Julien, si vous voulez compléter juste avec deux exemples pour ces dernières semaines. Je rejoins Bastien sur effectivement, il y a eu l'utilisation de la vidéo pour proposer à des membres, notamment, de rester en forme, etc. Alors, c'était particulièrement vrai sur le premier confinement. Ça s'essouffle un peu parce que là, les gens se fatiguent et ne voient pas trop l'issue. En tout cas, ça permet de garder du contact et certains clubs, à cette heure-ci, profitent de ce temps-là pour repenser un peu leur liaison digitale et communiquer autour repenser leur site internet, communiquer avec leurs membres, que ce soit via Facebook ou via d'autres supports, ou mettre en avant les acteurs de leur club. Donc, voilà, essaye de garder du lien, essaye de garder un contact, faire connaître ce qui fonctionnait dans le club. Donc, ce temps contraint est un peu à cette heure-ci utilisé sur la partie numérique, justement, parce que c'est ce qu'on peut faire. Après, c'est vrai qu'il y a besoin de retrouver le terrain, on le sent de plus en plus. Le numérique est effectivement un outil super intéressant, mais pour nous, les sportifs, il ne fait pas tout. Donc, il faut vraiment que ça soit un outil complémentaire pour revenir vers le terrain assez rapidement. Et je prends une dernière question avant de mettre fin à ce webinaire qui est posé par Loïc. Face à la crise actuelle, ne faut-il pas réfléchir à un changement de modèle économique avec, pourquoi pas, des adhésions trimestrielles plutôt qu'annuelles? Je peux donner un élément de réponse? Je trouve que cette question est tout à fait pertinente.
Encore une fois, le monde associatif doit s'adapter aux attentes et aux besoins des pratiquants. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un besoin et une demande de pratiquer pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, pour certaines personnes avant l'été, pour perdre un peu de poids, pour être en maillot de bain, etc., etc. Bon, bref. Mais je suis persuadé que c'est une piste à envisager, à voir comment ça peut se faire avec la licence. Moi, j'ai déjà eu ce type de discussion, notamment avec la Fédération française de gym. Mais évidemment, pour capter des nouveaux publics et pour capter des publics tout court, hein, des adhésions sur des temps plus courts sont à réfléchir et à mettre en place, à mon sens. Merci Ludovic. Écoutez, il est 10 heures, on va mettre fin à ce webinaire. On a bien respecté le timing. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous rappelle que un replay est bien évidemment disponible pour les personnes qui n'ont pas pu y participer et vous avez toutes les coordonnées, les contacts mails des intervenants sur la première slide de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à échanger avec Ludovic, avec Pierre, avec Julien. Et Bastien, messieurs, merci à tous pour votre participation et merci à tous toutes les personnes qui nous ont suivis virtuellement ce matin. Merci.